C'est bon, on est en live. Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch du Planétarium de la ville de Vaux-en-Velin pour ce premier épisode live du projet Astronomer at Home qui va vous permettre ces prochaines semaines d'inviter chez vous, ou presque, des astronomes pour prendre un peu de recul par rapport à la situation que nous vivons tous, chacun chez soi, et partager de bons moments ensemble à la découverte des mystères de l'univers. Et notre premier invité aujourd'hui est Hervé Doll, astrophysicien, vice-président de l'université Paris-Saclay et infatigable vulgarisateur sur la toile. Bonjour Hervé. Bonjour Pierre, bonjour à tous et bravo au Planétarium et à toute l'équipe parce que c'est une super initiative. Je suis super content d'inaugurer ce cycle et de servir de bêta-testeur. Merci beaucoup et merci à toi d'avoir accepté de participer, d'être le premier à s'inviter chez tout le monde, hein. Évidemment chacun est chez soi. Comment ça se passe d'ailleurs le confinement chez toi ? Bah, c'est plutôt pas mal, hein. On a des bonnes conditions, donc voilà, on relève le défi de ne pas sortir et voilà, on se fait des apéros virtuels avec les copains, donc ça se passe. Bon, après il y a des contraintes comme tout le monde, hein. Mais voilà, et le ciel est beau en ce moment, donc et le ciel est beau, on peut en profiter. On peut voir Vénus, on en parlera certainement. Pour me présenter également, je suis la collègue de Pierre, Camille, et je vais m'occuper de vos questions. Donc si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Moi, je vais les sélectionner par rapport au thème. Donc évitez les questions un petit peu trop hors sujet. Pierre va vous présenter le thème. Et puis, voilà, moi, je retransmets à l'oral les questions. Merci beaucoup Camille. Effectivement, donc Camille et moi sommes tous les deux, entre autres, médiateurs scientifiques au Planétarium de Vaux-en-Velin. Moi je vais m'occuper de discuter un petit peu avec Hervé, Camille s'occupe du chat, tout est réglé, a priori tout fonctionne bien, c'est parfait. Effectivement, donc le thème aujourd'hui, c'est évidemment un thème qui est lié à ton activité de recherche, Hervé. Il a été lancé. D'accord, très bien. Donc le thème, c'est la naissance des galaxies. Donc les galaxies et la naissance des galaxies, c'est ton thème de recherche, c'est ce sur quoi tu travailles principalement, c'est ça ? Exactement. Et alors, comme bon scientifique, j'ai pas du tout suivi les consignes, donc en fait, je vais parler un peu plus large. Comme je sais qu'il y a une jeune audience, enfin, tu m'as dit qu'il y avait voilà, ça allait jusqu'à 8 ans. En termes d'âge, voilà, donc élémentaire, collège, lycée. Exactement, l'audience du planétarium. Je me suis dit que j'allais faire une petite présentation très très générale de quelques minutes, voilà, 5-10 minutes, et puis après laisser du temps aux questions. Alors évidemment, je parlerai de galaxies un petit peu, c'est mon sujet, mais je voulais élargir un petit peu, donc si ça te convient, je voulais faire comme ça. Bien sûr, alors tu veux commencer par quoi du coup ? J'ai quelques images, je les montre. Oui, je t'en prie. Donc j'espère que nos amis sur le web vont pouvoir suivre. Alors donc tout ça est de l'impro, hein, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran qui est une belle image ? Tu me confirmes Pierre que nous voyons ton écran. Je te confirme qu'on voit bien ton écran, oui. Eh ben très bien. Donc alors je voulais vous parler un petit peu d'astrophysique, mais pour une audience très très large, donc j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Et déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on voit le soir. Alors là, je vous ai mis une image que j'ai prise hier soir depuis ma fenêtre, où on voit en bas la Lune, avec la lumière cendrée et une petite partie lumineuse. Et puis en haut, on voit la planète Vénus, hein, autrement appelée l'étoile du Berger. Et donc, je vous encourage ce soir à regarder. C'est vers 20h, hein, voilà, vous applaudissez, et puis après, à vos fenêtres, et puis après, vous regardez la Lune. Et donc, ce soir, la Lune devrait avoir bougé. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'elle aura bougé ? Est-ce qu'elle se sera rapprochée en angle, hein, bien sûr, hein, pas en distance, de Vénus, ou est-ce qu'elle sera ailleurs ? Donc voilà, on peut même faire des choses en astrophysique et en astronomie très simples, sans avoir besoin d'avoir fait l'université, un doctorat ou d'avoir un télescope dans l'espace. On peut faire des choses très très sympas juste avec ses yeux. Donc je vous encourage, notamment s'il y a des élèves d'élémentaire et de collège, à regarder la Lune chaque soir, éventuellement à la dessiner et essayer de voir en quoi elle a bougé chaque jour. Vous verrez que c'est très intéressant de faire ça.
Alors, si vous voyez cette image, je voulais vous dire que l'astrophysique, c'est évidemment des scientifiques comme moi, mais en fait, il y a plein d'autres scientifiques. Il y a notamment des filles, hein, donc j'encourage les filles à ne pas se censurer pour faire des sciences ou pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Et les scientifiques, figurez-vous, qui voyagent, alors pas aujourd'hui évidemment, là tout le monde est bloqué comme tout le monde, et c'est tant mieux parce qu'il faut prévenir cette pandémie, enfin il faut l'arrêter plus que la prévenir, mais à l'époque où on pouvait voyager, et peut-être quand on pourra voyager de nouveau, on allait dans des contrées plutôt agréables. Alors moi j'allais souvent aux États-Unis, voilà, ou en Europe. Pourquoi on fait ça? C'est pour confronter nos résultats. Parce que l'idée peut-être du scientifique solitaire dans son coin qui trouve une idée géniale, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, on peut avoir des idées géniales ou pas, mais il faut vraiment les confronter. Donc, l'image en bas, je sais pas si vous voyez, c'est une conférence où on est plus de 500 personnes. Et en fait, oui, vas-y. Est-ce que tu peux juste décaler un peu ta fenêtre sur la gauche et puis tu la vois pas voilà, comme ça, voilà, parfait, super, merci. Comme j'ai pas le retour. Parfait. Donc, on est plusieurs centaines et on confronte nos résultats. Alors, la méthode scientifique, c'est évidemment basé sur des faits, hein, des mesures objectives et essentiellement irréfutables. Pas complètement, mais essentiellement. Par contre, l'interprétation peut changer. Et donc, on passe beaucoup de temps à discuter, à se mettre d'accord ou pas, à faire valoir des arguments sur l'interprétation des mesures. Mais les mesures sont en général objectives. Et puis, j'ai plein de collègues, notamment, voilà, elle qui est en haut à gauche, elle s'appelle Dr. Brenda Frey, qui travaille aux États-Unis, avec qui je suis en téléconférence très régulièrement, en ce moment en particulier. Lui qui est Dr. Alessandro Rettura, voilà, elle, c'est professeur Karina Caputi. Donc voilà, il y a des filles et des garçons qui sont des scientifiques qui partagent leurs résultats. C'est ça l'idée de la science. Et puis, il y a quelques exemples récents que j'ai bien aimés, que j'ai trouvé sur le web. Vous vous rappelez peut-être cette image à gauche, hein, qui est en fait la première image du trou noir. Bien sûr. Obtenue directement. Avec, en fait, donc, le trou noir est au centre, dans la partie noire, et ce qui est juste autour, c'est la matière qui est autour. Et puis, c'est le MIT, donc une institution voilà, scientifique assez importante. Comme nous, on en a en France aussi. Hein, on a des endroits très prestigieux, comme mon établissement, par exemple, mais pas que, évidemment. Et puis, le MIT avait publié un petit tweet qui était assez rigolo, qui disait qu'en 1969, c'est cette dame qui s'appelle Margaret Hamilton qui avait dirigé le développement du code informatique qui a permis aux humains de se poser sur la Lune. Donc, c'est un développement des années 60. Donc, c'est elle qui avait tout piloté. Et il faisait le parallèle avec Cathy Bowman, qui est une collègue, qui a analysé, alors c'est des équipes, hein, évidemment, les gens sont très nombreux, mais elle a dirigé une partie du développement du logiciel qui a permis d'obtenir cette image du trou noir. Et là, on la voit avec tous les disques durs. Il y avait vraiment une quantité invraisemblable de disques durs. Et elle a participé aux programmes informatiques qui ont permis d'obtenir cette image. Alors, comme l'audience est très large, je voulais commencer par le système solaire. Et puis, j'ai quelques images. Hein. Après, je vous laisserai la parole, évidemment. L'idée, c'est de discuter. Hein. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui quand Pierre et le Planétarium et Simon m'ont proposé ça. Vous avez une image d'artiste du système solaire avec le Soleil et les planètes et quelques objets. Alors, j'aime bien cette image parce qu'elle est synthétique. Hein. C'est une fausse image, hein, c'est un dessin. En revanche, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'il y a plein de choses qui sont fausses dessus. Alors, on pourra s'amuser, essayer à décortiquer tout à l'heure, si vous avez envie ou si vous avez le temps, de voir qu'est-ce qui va pas du tout dans cette image, même si elle est assez, voilà, elle permet d'illustrer la composition du système solaire. Alors moi, je préfère une image qui est comme ça, qui représente les paysages sur lesquels les humains ont envoyé des instruments, ou eux-mêmes, alors il n'y en a pas beaucoup eux-mêmes, hein, c'est la Terre, la colonne B, ou la Lune, la colonne C. Après, personne n'est allé ailleurs. Mais à gauche, tout à gauche, alors quand j'ai le temps, je fais des quiz, etc. Mais bon, là je voulais parler que 10 minutes. Hein, donc, à gauche, c'est Vénus. Et puis, je pourrais vous dire, si vous voulez, à droite ce que c'est. Mais voilà, ce sont des paysages planétaires du système solaire sur lesquels on a des vraies données. Quand on va un petit peu plus loin, donc tout ce que je vous montre, c'est des vraies images. On arrive dans le royaume des étoiles. Donc tout ça, c'est des vraies images du télescope spatial Hubble. Vous avez des étoiles de différentes couleurs. Et là, on a des distances de quelques années-lumière jusqu'à une distance infinie. Mais les premières étoiles sont à quelques années-lumière. Et donc, elles sont dans notre Voie lactée. Si on va encore un peu plus loin, on a des nébuleuses. Alors tout ça sont des vraies images, mais codées en fausses couleurs. Parce que, voilà, c'est prendre des images depuis l'espace ou depuis le sol est pas aussi simple qu'avec un petit appareil photo familial, donc ou un smartphone. Donc en fait, on remet des couleurs parfois fausses, mais ce sont des vraies données. Donc vous avez des nuages moléculaires là, c'est-à-dire vous avez du gaz, de l'hydrogène, du carbone, voilà, d'autres éléments chimiques qui se condensent
et à l'intérieur desquels se forment des étoiles. Et là, la taille typique de cette image, c'est quelques milliers d'années-lumière. C'est très très grand. Le système solaire serait à peine représenté sur cette image. Pareil pour l'image en bas à gauche. Et si vous allez encore plus loin, on attaque les galaxies. Alors voilà des vraies images, toujours en fausse couleur. Alors ces images, je les aime beaucoup parce que j'ai participé à les prendre. Parce que c'est quand je travaillais à la NASA il y a bien longtemps. C'était le satellite Spitzer qui a pris ces images et j'ai eu la chance de travailler sur ce satellite avant le lancement et puis quand on l'a lancé. Satellite infrarouge a priori. Satellite infrarouge, exactement. Donc ce sont des couleurs là que nos yeux ne voient pas et on a dû mettre une fausse couleur rouge, vert, bleu pour avoir une image. Donc la grande ici, c'est une belle galaxie et donc on voit la structure avec des bras spiraux à gauche ou en bas à droite des elliptiques. Voilà. Et là pour le coup, c'est vraiment des fausses couleurs. La taille de cette image serait quelque chose comme 1 million d'années-lumière à la louche. Hein. Donc c'est très très grand. Et si on voulait représenter le système solaire sur cette galaxie, qui n'est donc pas la nôtre, hein, ce sont des galaxies lointaines, hein, je ne sais plus quelle est la distance de celle-là, mais c'est plusieurs millions d'années-lumière. Bah, si on voulait représenter la taille du système solaire, ça serait même pas la taille d'un atome de notre écran sur cette image. Hein. Donc c'est vraiment le système solaire est tout petit par rapport à la galaxie. Une galaxie, c'est quelques centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil? C'est ça, exactement. C'est typiquement centaines de milliards d'étoiles en termes de nombre. Et on l'oublie souvent quand vous voyez des livres ou des choses sur les galaxies. On parle des étoiles, du gaz, etc. On parle rarement de la matière noire. Or, une galaxie, c'est composé à peu près à 80% de matière noire. Alors effectivement, on ne sait pas ce que c'est que la matière noire, mais les lois de la physique actuelles nous donne une sorte de défi et si on n'introduit pas une matière qu'on ne voit pas, on n'arrive pas à comprendre plein de choses, y compris la forme et la forme des galaxies. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas là-dessus. Excuse-moi Hervé, des personnes demandent si tu pourrais mettre en plein écran. Tu peux lancer la présentation. Alors je ne sais pas si ça marche. Normalement, si tu lances la présentation, ça c'est beaucoup mieux. Ah bah d'accord, bah oui, merci, tu vois, je savais pas que... Désolé, merci. Je voulais pas te couper, j'attendais une fin de phrase. Ah oui, mais alors moi si tu me lances, je parle. Hein, donc... Oui, c'est pour ça, je sais. Donc voilà les galaxies, donc ils sont essentiellement composés de matière noire. Et puis alors au milieu à droite, vous avez une galaxie un peu rouge, enfin deux en l'occurrence, qui se foncent dedans. On appelle ça une fusion, une collision de galaxies. Alors ça met des millions d'années à se faire. Hein. Et puis en fait, alors vous seriez peut-être déçus d'apprendre que si vous étiez dedans, en fait, vous verriez pas grand-chose. Parce qu'il y aurait à peine 2 fois plus d'étoiles dans le ciel. Et elles sont tellement diluées, les étoiles, hein, enfin, plusieurs années-lumière de l'étoile prochaine, qu'en fait, on s'en rendrait à peine compte. Voilà, si on était vivant à l'époque où, par exemple, Andromède nous foncera dedans. D'ailleurs, Andromède, elle est en haut à droite. Voilà, une vision infrarouge dont on a un peu l'habitude. On va encore plus loin. Là, la taille de cette image, ça serait des millions d'années-lumière. Tout ce que vous voyez sur cette image, à part quelques petits points, ce sont des galaxies, donc chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Et là, vous avez typiquement 1000 galaxies. C'est ce qu'on appelle un amas de galaxies, donc très très massif, qui pèse énormément. Alors pour ceux qui connaissent, c'est à peu près 10 puissance 15 masses solaires, c'est énorme. Et c'est puis 1 avec 15 zéros derrière. Voilà, exactement. Donc c'est des millions de milliards de masses solaires. Et pareil, ce qu'on voit là, c'est seulement à peu près 5% de la masse, parce qu'il y a beaucoup de masse qu'on ne voit pas mais qu'on connaît, c'est le gaz chaud, c'est à peu près 10-15%. Et il y a de la masse qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, mais on pense qu'elle est là, c'est la matière noire. Alors, il ne faut pas croire que les scientifiques sont un peu des hurluberlus. Alors, il y en a peut-être, hein, mais quand je dis matière noire, on ne sait pas ce que c'est, etc. En fait, on a une manière très simple de le mesurer, je vous le raconterai après. Il faut que je le note, matière noire. Parce que si je dis des trucs et je ne les raconte pas après, voilà. Mais je finis mes 2-3 images et puis je passerai à la matière noire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. Les plus grandes structures, c'est cet amas de galaxies qui est très très beau et qu'on arrive à voir avec des télescopes quand même assez puissants. Là, c'est pris par le télescope spatial Hubble. Et puis l'image que je préfère, qui est tout simplement tout l'univers, juste après le Big Bang, qu'on a obtenu avec le satellite européen Planck. Hein, donc les Européens font de la très bonne science. Et ce satellite a une très forte contribution des laboratoires français, à Grenoble, Toulouse, région parisienne évidemment, plein d'autres endroits très très bien, qui a été fabriqué en grande partie à Orsay. Et cette image représente l'univers juste après le Big Bang, 370 000 ans après le Big Bang, mais à l'échelle de l'univers, c'est quasiment un clin d'œil.
Un clin d'œil, voilà. Parce que donc grâce à ça, on a mesuré l'âge de l'univers à 13,79 milliards d'années. Et pareil, parfois je vois les gens qui disent ouais, la théorie du Big Bang, il semblerait que, etc. En fait, la théorie du Big Bang est très très claire sur plein de sujets. On est absolument sûr, par rapport aux données qu'on a aujourd'hui, que la théorie du Big Bang s'est déroulée d'une certaine manière. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de questions et ça ne prouve pas, vous savez qu'en science, vous ne pouvez pas prouver une théorie, hein, vous pouvez seulement démonter une théorie. Et le jour où vous la démontez, vous en trouverez une de meilleure. Donc à ce jour, le Big Bang est la moins mauvaise ou la meilleure des théories qu'on ait parce qu'on la confronte aux observations. Je pourrais vous expliquer éventuellement comment on fait si vous avez des questions. Ça peut faire l'objet d'une longue discussion. Mais voilà. Donc là, on voit des petites fluctuations de température. Donc c'est avant la naissance des galaxies, avant la naissance des étoiles, etc. Donc c'est une image un peu compliquée à comprendre, mais qui est très très riche et qui nous apporte beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle nous montre très rapidement? Quel est l'état de l'univers là? Alors là, en gros, pour faire simple, tu n'as que des atomes d'hydrogène et de la lumière, des neutrinos, de la matière noire. Alors, en gros, il n'y a que des atomes d'hydrogène qui se baladent. Et les petits points rouges et les petits points bleus, c'est des zones de concentration. En fait, c'est un peu comme des vibrations qu'on voit, des vibrations au sens où il y a des petites surdensités de matière et des petites sous-densités de matière. C'est la différence entre le bleu et le rouge. Alors, donc, je ne sais plus le bleu qui est le rouge. Hein. Et ça se traduit par une petite variation de température. Donc, en gros, une soupe avec des grumeaux. Une soupe avec des grumeaux, exactement. Et ces grumeaux, les plus denses, deviendront des amas de galaxies plus tard. D'accord. Effectivement, si ce que je dis n'est pas assez explicite, merci Pierre de préciser. Et puis je voulais finir par, comme je crois savoir qu'il y a une audience d'écoliers et de collégiens, je voulais juste vous parler un tout petit peu des saisons, parce que en fait c'est très difficile à comprendre les saisons, parce que souvent on voit des graphes comme ça, en disant regardez c'est simple, voilà la Terre elle tourne, il y a le solstice, il y a les équinoxes et tout, mais en fait on comprend rien. Enfin je crois pouvoir dire honnêtement que sur ce genre de graphes, si les enfants vous arrivez à comprendre, vous êtes super fortiches, parce que moi j'ai jamais rien compris à ces graphes. En fait il faut comprendre juste deux choses, c'est que d'abord les saisons ne sont pas dues à la distance de la Terre au Soleil, parce que sinon ça expliquerait pas pourquoi il y a un hiver dans un hémisphère et l'été dans l'autre au même moment. Donc voilà, donc vous oubliez le côté distance. Enfin, vous savez qu'il faut l'oublier, mais en général on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, une des raisons, c'est pourquoi c'est l'été en Australie et c'est l'hiver en France. Donc là, on vient d'entrer dans la période de printemps dans l'hémisphère nord, et ils entrent dans l'automne dans l'hémisphère sud. Donc vous voyez que la distance ne peut pas expliquer ça. En fait, ce qui explique les saisons, donc c'est pas la distance, c'est bien l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'orbite. C'est en fait la raison, c'est le Soleil qui est plus haut ou plus bas. Ça aussi, pareil, la distance ne peut pas l'expliquer. Hein. Donc j'ai pris cette image sur le web. Vous voyez qu'en haut à gauche, l'hiver, le Soleil est très très bas. Donc il y a moins d'énergie qui vous vient, et donc voilà, la nature s'est adaptée, et donc voilà, il y a les feuilles tombent, etc. Et puis en été, le Soleil est très très haut. Donc ce qui provoque cette variation de hauteur du Soleil quand vous êtes à un endroit sur Terre, bien sûr, hein, durant une année. Si vous changez d'endroit sur Terre, tout changera. Mais si vous restez au même endroit, la hauteur changera de manière cyclique entre l'été et l'hiver. C'est donc cette fameuse inclinaison. Mais là, je vous propose un exercice super simple pour comprendre où il y a des saisons ou pas. C'est de vous demander, est-ce que l'axe de rotation de la planète est incliné ou pas? Et s'il est incliné, il y a des saisons. Et s'il n'est pas incliné, il n'y a pas de saison. Point. C'est aussi simple que ça. Alors on peut faire l'exercice. Vous voyez Mercure, à gauche, son axe est quasiment perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc l'axe horizontal, hein, c'est en gros l'axe de rotation de la planète autour du Soleil. Donc Mercure, elle est quasiment pas orientée, donc pas de saison. Terminé. Vénus, elle est quasiment pas orientée non plus, pas de saison. Terminé. On voit que la Terre, elle est inclinée, donc il y a des saisons. Parce que de temps en temps, le Soleil est haut, et de temps en temps, le Soleil est bas selon l'endroit où on est sur l'orbite. Mars, à votre avis, est-ce qu'il y a des saisons? Oui. Si on a bien compris, oui. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver, parce que je vais vous montrer 2 images après, et après j'en aurai fini, Pierre, pour les petites slides. Jupiter, elle est un peu inclinée, mais on considère qu'il n'y a pas de saison. Saturne, elle est inclinée, donc il y a des saisons. Alors, sauf que Saturne, elle met beaucoup d'années à tourner. Je ne sais plus combien c'est, si c'est 15 ans, ou j'ai oublié la période de révolution. Mais donc, en théorie, il y a des saisons. En pratique, c'est une planète gazeuse. C'est un peu compliqué. Alors, sur Uranus, il y en aurait. Alors là, c'est un cas pathologique, parce qu'elle roule sur son orbite. Et puis voilà, la durée du jour et de l'année, voilà, c'est compliqué. Et sur Neptune aussi, il y aurait des saisons. Alors, je vais montrer 2 exemples.
sur Mars. Donc, c'est des images du Space Telescope. Vous voyez cette image qui correspond à plusieurs années, 10 ans d'observation de la planète, selon qu'elle est plus proche ou plus éloignée de nous. Mais vous pouvez regarder, par exemple, les deux images du haut, entre 95 et 97. Si vous regardez tout en haut, vous avez de la glace tout en haut sur le pôle, en 95, et puis en 97, il n'y en a plus. Voilà. À gauche, vous aviez l'hiver dans l'hémisphère nord, et un petit peu à droite, c'était l'été dans l'hémisphère nord. Donc la glace disparaît, parce qu'il y a des saisons. Et on peut voir la même chose en bas, cette fois-ci, sur les deux grosses images d'en bas, entre 2003 et 2005, donc les deux images en bas à gauche. Vous voyez la calotte polaire en 2003, parce que c'est l'hiver, et puis elle a disparu un petit peu après, parce que c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et puis il y a un autre cas que j'aime bien, dont je n'ai pas parlé, mais qui est Titan. Titan est un satellite de Saturne, et il y a aussi des saisons, parce que Titan, comme vous pouvez le voir, a son axe qui est incliné. Alors, les images ont été prises à plusieurs moments différents, c'est pour ça qu'on voit l'axe tourner. Et donc, on voit qu'il y a des nuages de glace qui sont là-haut à gauche et qui arrivent en bas à droite quand c'est l'hiver austral. Donc, même sur Titan, qui est donc un satellite très très lointain sur Saturne, on voit qu'il y a des saisons. Voilà, et je crois que j'en avais fini pour cette petite partie un peu descendante. Alors, il faut que je retrouve ce bouton. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour de l'univers en mode rapide et sur les saisons. Peut-être que vous avez des questions maintenant. Hervé. Je crois que, alors déjà, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de monde qui est connecté à ce live. 353. Et du coup, Camille a fort à faire pour contenir toutes les questions qui lui pleuvent dessus en permanence. Alors Camille, est-ce qu'on a des questions intéressantes ? On a des questions. Alors j'ai des questions qui concerneront des séances futures. Alors je vous rassure, tout le monde, j'ai noté toutes les questions sur un petit bloc-notes. Donc, toutes les questions qui sont un petit peu hors sujet, on les reposera quand on aura des intervenants concernés. En attendant, j'ai pas mal de questions. J'ai un premier gros bloc, si tu veux bien, Hervé. Beaucoup de personnes ont posé des questions sur les couleurs des photos, d'une part, et les couleurs intrinsèques des galaxies d'autre part. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi les différentes photos ont différentes couleurs ? Tout à fait. Et pourquoi les galaxies elles-mêmes ont différentes couleurs ? Tout à fait. C'est effectivement une question très très riche. Alors les couleurs, je vous montre. Ça tombe bien, j'avais préparé les slides, j'ai un peu bossé quand même. Voilà, on a du bol. Les gens posent pile les questions qui sont bien. Alors je vais repartager mon écran si ça ne dérange pas. Vas-y, je t'en prie, il n'y a pas de souci. C'est toi qui contrôle. Maintenant que je sais faire, qu'on m'a expliqué. Alors, je vais mettre en plein écran. Voilà, est-ce que ça marche comme ça ? Parfait. Donc, vous avez une belle image de la galaxie d'Andromède qui est prise dans les lumières visibles. Donc, comme nos yeux, avec des télescopes d'ailleurs, c'est un astronome amateur qui a pris cette belle image. Donc, vous reconnaissez peut-être la belle galaxie d'Andromède, donc avec des étoiles autour qui font partie de notre Voie lactée. Mais la partie gazeuse, là au centre, c'est vraiment la galaxie d'Andromède. Je vais vous montrer deux autres images. Attention les yeux. La première, c'est la même galaxie, mais prise dans l'ultraviolet, depuis l'espace, bien sûr, parce qu'on peut observer ça que dans l'espace. Enfin, oui, plus facilement, disons. L'ultraviolet a été pris dans l'espace, et donc là, c'est des fausses couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on met une caméra, un peu comme les caméras que vous avez dans vos smartphones, les caméras photo, sauf qu'elles sont sensibles à des couleurs différentes que le rouge, le vert, le bleu, enfin, que les couleurs visibles. Et donc, on fait en fait une photo en noir et blanc, même si c'est de l'ultraviolet, ou là, je vais vous montrer de l'infrarouge. Ça, c'est avec WISE, un autre satellite de la NASA. Donc, on fait des photos en noir et blanc dans plusieurs couleurs, donc rouge, vert, bleu pour le visible. Mais là, l'infrarouge, en gros, je peux vous dire que c'est du 3 microns, du 4 microns, du 8 microns, du 12 et du 24 microns. Bon, peu importe. Mais à chaque fois, elles sont en noir et blanc. Et puis nous... Excuse-moi, ces unités, ça correspond à des couleurs, mais que l'œil ne voit pas, c'est ça ? Exactement. C'est des couleurs que l'œil ne voit pas, et on appelle ça une longueur d'onde. Et on note ça avec un chiffre qui est donc une longueur, mais qui est très petite pour ces longueurs d'onde-là. Donc en fait, on note chaque couleur avec un chiffre qui est la longueur d'onde de la lumière. Et donc là, que ce soit l'infrarouge ici ou l'ultraviolet là, donc prise avec Galex en ultraviolet ou WISE dans l'infrarouge. Alors nous, les Européens, on a aussi des missions qui ont... Bon là, les images sont plutôt de la NASA. Eh bien, on utilise ces couleurs que nos yeux ne voient pas, mais que les caméras qu'on fabrique, elles, voient très très bien. Et donc les caméras nous envoient des images que nous, on reçoit en noir et blanc, et on décide d'affecter à une image en noir et blanc la couleur
rouge et blanc. En fait, on fait une image en rouge et blanc, en vert et blanc, en bleu et blanc, et on combine, et ça fait une image en fausse couleur que vous voyez là en infrarouge. Donc ça, c'est l'infrarouge, ça, c'est l'ultraviolet, et puis ça, c'est le visible. En fait, on fait pareil dans le visible, c'est juste qu'on a l'habitude, on prend du rouge, du vert, du bleu, et on combine. Alors, ça, c'était la première question des fausses couleurs. Et puis, si j'étais pas clair, vous me redemanderez, il n'y a aucun souci. Après, pourquoi les galaxies ont différentes couleurs? Là, on le voit assez bien. Si je reprends l'image visible, où on a plus l'habitude, vous voyez qu'au centre de la galaxie, vous avez un truc brillant. Alors, je ne sais pas si on voit la souris, mais vous avez ce qu'on appelle un bulbe. Donc, vous avez plein d'étoiles. Et puis, vous avez une partie un peu jaunâtre. C'est en fait, vous avez du gaz, tout simplement, qui réfléchit la lumière des étoiles. Et puis plein d'étoiles aussi. Mais si vous regardez un peu sur les côtés, vous avez des bandes sombres. En fait, c'est de la poussière, on appelle ça la poussière galactique. Alors, c'est pas la poussière comme il y a chez nous quand on passe pas l'aspirateur. C'est en gros du gaz un peu plus froid. Je vous la fais simple. Donc, c'est pareil, hydrogène, carbone, ça va même jusqu'au silicium, magnésium. Voilà, il y a de l'olivine, tout un tas de composés de la chimie des galaxies. Mais vous voyez que cette bande de gaz, en fait, elle absorbe la lumière visible, et puis ça fait une partie sombre. Maintenant, si je vais dans l'infrarouge, je regarde la même zone. Alors, vous pouvez me croire sur parole, mais ce qui était sombre dans le visible devient brillant dans l'infrarouge. Donc, en fait, la couleur des galaxies dépend de qui émet l'énergie ou qui l'absorbe. Et c'est un peu comme si vous aviez une carte d'identité qui vous tend les bras en disant « Coucou, moi je suis une étoile chaude, moi je suis une étoile froide, moi je suis du gaz à telle température. Moi, je suis du gaz composé de machin. Moi, je suis du gaz qui absorbe la lumière et qui se réchauffe à telle longueur d'onde. » Et donc, en fait, on arrive, alors il faut faire un peu de physique à côté, bien sûr, on a des modèles, on a des expériences, etc. Mais grâce à ces images en fausse couleur, on arrive à comprendre comment rayonnent les étoiles, comment rayonne le gaz, comment se forment les étoiles, même si parfois on ne le voit pas. Maintenant, on arrive à bien les voir. Comment se forment les trous noirs. Enfin, on arrive à avoir plein d'informations. C'est pour ça qu'on est super excité et qu'on met beaucoup de moyens pour obtenir des images, notamment depuis l'espace, dans plein de couleurs que nos yeux ne voient pas. Et donc, alors je vais revenir à ma trombine, même si c'est moins intéressant. Et donc, observer les galaxies dans différentes couleurs nous permet de mieux comprendre. Et les différentes couleurs de galaxies sont dues à leur différence de composition, leur différence d'âge, parce que vous avez parfois des galaxies qui sont plus vieilles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on forme des étoiles beaucoup plus vite, d'autres plus lentement, etc. Donc, selon le type de galaxie, on arrive à avoir une couleur différente. Et donc, en fonction des différents domaines de lumière qu'on choisit qu'on choisit de prendre, du coup, on va observer différents phénomènes. Donc, tu nous disais, les infrarouges, ça va plutôt mettre en évidence les nuages de gaz et de poussière qui se réchauffent par les étoiles. La lumière visible, ça nous montrera plutôt la lumière des étoiles qui brillent dans ces galaxies. Et du coup, les ultraviolets, tu nous as pas dit? Non, je vous ai pas dit, mais merci de la question. Les ultraviolets, ils sont un peu plus compliqués, mais en gros, ils nous montrent les étoiles qui viennent juste de naître. Parce que les étoiles qui viennent juste de naître, souvent, elles sont très péchues. Alors c'est pas un terme scientifique. Elles ont beaucoup d'énergie, surtout les étoiles massives qui ont une durée de vie très courte. Donc elles émettent énormément d'énergie dans l'ultraviolet. Et puis, voilà, assez vite, elles disparaissent. Donc, en fait, on a une sorte, grâce à l'ultraviolet, on a une image de là où les étoiles très massives viennent de naître. Et c'est très complémentaire de notre reste. Alors, Hervé, est-ce que tu peux préciser la différence de notion, de concept entre fausse couleur et vraie couleur? Est-ce que les vraies couleurs existent? Qu'est-ce qu'on appelle couleur naturelle? Et tu peux peut-être parler de la palette de Hubble, qui est le truc classique, puis peut-être de ce qu'il y a dans les yeux? Exactement. Alors, c'est vrai que la notion de vrai, déjà en science, c'est une notion très compliquée. Moi, je dis qu'en fait, le vrai n'existe pas, mais bon, il y a un super livre de mon collègue et ami Aurélien Barraud, Science, que je vous conseille. Attends, ça a coupé. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je disais que j'ai le livre de Aurélien Barraud, qui est un ami, qui s'appelle La vérité dans les sciences. C'est un très bon livre, alors qui est un peu ardu, mais qui est vraiment super. Donc la notion de vérité, enfin de vrai, est très compliquée. Donc moi, j'essaie d'éviter ce terme en sciences. Pour simplifier, parce que j'ai peut-être utilisé ce terme à mon corps défendant, l'idée de dire, quand je dis vraie couleur ou couleur naturelle, c'est en gros ce que verraient nos yeux si on était dans l'espace à regarder ces galaxies-là. Donc c'est un concept un peu pas très précis, mais on distingue les couleurs du visible auxquelles sont sensibles nos yeux, donc en gros du violet jusqu'au rouge, l'arc-en-ciel habituel avec toutes ces nuances.
Et quand on parle de fausses couleurs, c'est quand on prend des images dans des couleurs que nos yeux ne voient pas, même si c'est avec un télescope et avec des caméras électroniques, etc. hein. Et là, on se dit, plutôt que d'avoir des images en noir et blanc qui sont un peu tristounes, eh ben, on met des fausses couleurs. Si je vous remonte l'image de Hubble que j'avais tout à l'heure, voilà, qui est ici, et que je vais partager. Je vais devenir un pro du partage. Ah, on a perdu Hervé. Ah, Hervé, oulala. Et ben voilà, il en fallait bien un. Ah, c'est ça s'est déconnecté. Ah la vache. Bon, et ben, on va essayer de On entend toujours Hervé, non? On t'entend Hervé là. Oui, Hervé, est-ce que tu as cliqué sur éteindre la caméra? Est-ce que tu peux en fait, tu as cliqué sur le mauvais bouton. Rallume la caméra et clique sur le bouton. Ouais, rallume déjà juste à gauche du bouton quitter l'appel, tu as le bouton caméra. C'est ça, celui-là. Tu l'avais. Tu reviennes. Ah là, voilà. Je vais te remettre en plein écran. Tac. Et maintenant, tu peux faire le partage d'écran. Tu avais cliqué sur le mauvais bouton. D'accord, pardon. On te voyait plus. D'accord. Ça va, c'était pas un gros problème technique. Donc j'ai fait des bêtises. Mais c'est quand même de ma faute. Ne t'en fais pas. C'est pas alors Pierre, peux-tu mettre, s'il te plaît, t'as un petit stylo en dessous de la fenêtre Twitch, le titre du thème d'aujourd'hui, pour que les gens qui arrivent puissent voir de quel thème il s'agit, s'il te plaît. Oui, je m'en occupe. Donc là, c'est bon. Autre question. Attends, je finis juste, Camille. Je finis juste sur cette image en haut à droite de Hubble, donc qui paraît bizarre à nos yeux, même si on voit que les couleurs sont un peu bizarres et tout. Alors bon, après c'est normal parce que c'est un objet qu'on peut pas vraiment voir avec nos yeux habituels, parce que c'est pris avec un super télescope d'une zone très très lointaine. Mais en fait, on a pris ces images avec un appareil photo spécial où il n'y a pas juste les couleurs rouge, vert, bleu. On a pris des filtres beaucoup plus étroits. Alors là, c'est un peu compliqué à dire juste avec les mains. Mais et on a décidé d'utiliser une palette de couleurs. Si vous utilisez des petits logiciels de traitement d'image ou de retouche photo, vous pouvez changer parfois la température de la photo, la saturation, la luminosité. Nous, on fait un peu pareil là, dans ce cas-là, en changeant la palette de couleurs, et ça donne cette image très esthétique. Mais il faut savoir que les données qui sont derrière, que nous, on utilise en sciences, elles ne sont pas affectées par cette visualisation. Voilà. Oui, tu avais une autre question, tu disais? Alors oui, en termes de couleurs, on me demandait est-ce qu'il y a des étoiles de couleurs différentes, et corollaire, si Bételgeuse explose, pourra-t-on l'avoir à l'œil nu? Alors oui, les étoiles ont des couleurs différentes qui dépendent de leur température, et d'ailleurs c'est un petit exercice rigolo que je fais quand je vais dans les classes d'école élémentaire et même au collège. C'est vous prenez une étoile rouge. Alors je vais prendre des stylos parce que je suis quand même super équipé. Même à la maison, les universitaires sont très équipés. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a un stylo rouge dans ma main. Alors, je ne sais plus dire si c'est droite ou gauche parce que tout est inversé avec ces écrans. Mais enfin, vous voyez le stylo rouge et le stylo bleu. Imaginons que le stylo rouge, c'est une étoile rouge et que le stylo bleu, c'est une étoile bleue. La question classique, c'est quelle est l'étoile la plus chaude, sachant que la couleur traduit une différence de température. C'est un peu comme le corps noir, pour ceux qui sont plus grands et qui connaissent un peu la physique. Alors, quand on n'a jamais trop réfléchi à cette question, on pense que le rouge c'est plus chaud et le bleu c'est plus froid parce que c'est ce qu'il y a sur les robinets. Manque de bol, la physique est inverse au robinet, ou plus précisément, je sais pas, si quelqu'un connaît l'histoire des couleurs des robinets, ça m'intéresse parce que c'est inverse par rapport à la physique. Voilà, si vous prenez une flamme, vous savez bien que la flamme bleue est beaucoup plus chaude que la flamme rouge ou orange, même si c'est très chaud, voilà, j'en conviens. Donc en fait, l'étoile bleue est beaucoup plus chaude que l'étoile rouge. Donc en fait, on arrive à voir les différences de température. D'ailleurs, oui, vas-y. Si je ne m'abuse, sur la photo de la galaxie d'Andromède que tu nous as montrée, on voit assez clairement que le cœur est plutôt orangé et le bord est plutôt bleu. Est-ce que c'est lié ? Exactement. Alors là, c'est lié aux populations stellaires. Je vais la remettre, si je casse pas tout comme tout à l'heure. Alors, il faut que j'y aille doucement. Donc, voilà. Pouf, 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 pouf. Effectivement, Pierre, une très bonne remarque. Au centre, c'est un peu jaunâtre. Bon, il y a Donc, effectivement, on a des étoiles vieilles qui sont plutôt rouges et froides. Quand je dis froides, c'est 3, 4, 5000 degrés. Et puis, sur le bord, c'est plutôt violet
et bleues parce que ce sont des étoiles jeunes qui sont beaucoup plus chaudes, au-delà de 10 000 degrés, hein, voire même plus pour les étoiles jeunes et chaudes. Donc effectivement, on appelle ça en termes techniques un gradient de couleur, c'est-à-dire que la couleur varie en fonction du rayon ou de l'endroit où on est dans la galaxie, pour la même raison que les étoiles ont des couleurs différentes. En fait, c'est la conséquence du fait que les étoiles ont des couleurs différentes. Et donc voilà. Et c'était quoi l'autre question? Couleur, étoile, il n'y a pas une autre question? Chaude? Ah oui, Bételgeuse. Bételgeuse. Alors, Bételgeuse, en fait, depuis le début, alors là, j'ai des collègues sur Twitter et des collègues qui sont plus spécialistes que moi, qui pourront répondre mieux, mais depuis le début, on sait bien qu'il y a un truc louche, parce que dans l'infrarouge, justement, l'intensité de Bételgeuse ne variait quasiment pas. C'est que dans le domaine visible. Et ça, c'est typiquement quand vous avez de la poussière qui arrive devant votre objet, qui masque la lumière visible, parce que la poussière, ça absorbe la lumière visible. Par contre, dans l'infrarouge, la poussière est essentiellement transparente. Donc, depuis le début, les collègues qui suivent Bételgeuse et tout ça, notamment au VLT avec l'instrument Sphère, et puis des gens de l'Observatoire de Paris, de Leuven, etc., ont tout de suite vu que, ils ne comprenaient pas forcément pourquoi Bételgeuse diminuait en intensité dans le domaine visible, et c'est vrai. Par contre, dans l'infrarouge, c'est resté quasiment constant. Donc, si vraiment l'étoile devait exploser, elle aurait dû diminuer en intensité dans toutes les couleurs, dans toutes les longueurs d'onde, et pas juste dans le visible et pas dans l'infrarouge. Donc les gens savaient, ils avaient, disons, une explication sur le fait que ça risque pas d'exploser. Parce qu'en gros, on pense que c'est un nuage de poussière qui est passé devant. Il y a toujours ça devant, il y a souvent ça devant les étoiles. En revanche, pour la deuxième partie de la question, donc imaginons que Bételgeuse ait explosé, mais on ne pense pas que ça va arriver là incessamment. Effectivement, si ça explose, il est possible de la voir beaucoup plus brillante et éventuellement en plein jour. Mais bon, là je ne connais pas trop la physique stellaire, donc je préfère pas trop m'avancer. Vous pourrez demander, mes chers amis du planétarium, à des gens plus spécialistes de moi de physique stellaire. Alors, pour teaser un petit peu, on est en train de contacter un certain nombre de personnes pour les prochains lives qui seront des spécialistes de ce domaine-là. Super. Alors, moi, j'ai récupéré une autre question. Alors, du coup, c'est très bien parce que tu as fait tout seul la transition avec les couleurs. Eh bien, les couleurs, hein, vous compris, c'est très important en astronomie, ça nous donne beaucoup de choses. On a quasiment que la lumière, on a aussi des particules et sondes gravitationnelles récemment, mais on s'en sert beaucoup. Et justement, y a-t-il des différences d'âge importantes entre les galaxies? Qu'est-ce qu'on sait des âges des galaxies, des âges dans les galaxies? Comment ça marche cette notion de temps par rapport aux galaxies? Eh ben effectivement, alors là c'est compliqué parce qu'on parle d'âge de galaxie. En fait, on parle de quand on dit âge de galaxie, la notion d'âge dépend de la personne avec laquelle on discute. Parce qu'en gros, les galaxies se forment à peu près toutes à la même époque, c'est-à-dire quelques millions d'années après le Big Bang. Voilà, donc la matière était là, et les galaxies, d'un point de vue, disons, formation en tant que structure, comme on voit dans les images, elles sont à peu près nées à peu près au même moment, je simplifie. Mais pourquoi on parle quand même d'âge de galaxies? Parce que la vie d'une galaxie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez certaines galaxies qui vivent leur vie tranquillement, elles sont très très rares, donc depuis quelques millions d'années après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Mais la majorité des galaxies a subi des fusions et des reconfigurations. Et quand vous avez une fusion et une reconfiguration, il y a pas mal d'effets une sorte de remise à zéro par exemple, des populations stellaires. Vous avez, alors pour faire simple, une galaxie, c'est du gaz. Alors bon, c'est la matière noire, bien sûr, mais la matière noire, là, elle joue que dans le côté, disons, collision. Mais c'est pas elle qu'on voit, là, par définition. Donc, vous avez du gaz et des étoiles. Donc, quand vous avez deux galaxies qui fusionnent, vous avez une reconfiguration complète. Souvent, le gaz qui était présent va être beaucoup plus sollicité pour former des étoiles de manière assez rapide, alors que quand vous avez une galaxie tranquille qui vit sa vie, le gaz, il est peinard, hein, c'est un peu comme nous en ce moment, voilà, il reste en pyjama toute la journée, voilà, il crée des étoiles en mode pas de pression, vas-y, relax. Par contre, quand vous avez une fusion de galaxies, là, ça s'excite beaucoup plus et le gaz forme beaucoup plus d'étoiles. Donc en fait, si à la fin, nous on est à l'instant T, on voit plein de populations de galaxies différentes qui ont subi des histoires de fusion et de formation vraiment différentes. Et donc on voit des couleurs de galaxies différentes parce que certaines ont formé plein d'étoiles, mais il y a très 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 longtemps, parce qu'elles étaient déjà très massives, disons, pour faire simple. Et il y en a d'autres qui paraissent très jeunes dans leur population stellaire parce qu'elles sont restées tranquilles en pyjama pendant des milliards d'années et elles se sont réveillées que tardivement, où là, elles forment beaucoup d'étoiles. Donc, quand on parle d'âge des galaxies, on parle souvent d'âge
des étoiles et de l'histoire du gaz dans les galaxies. Donc en fait, il y a tout un bestiaire de formes, de couleurs, de quantité de gaz disponible, de quantité de gaz éteint, de type de population d'étoiles, etc. Et c'est pour ça que âge de galaxie, c'est un terme très flou quand on ne le définit pas, et on parle souvent des populations stellaires, c'est-à-dire des étoiles à l'intérieur des dites galaxies. Alors du coup, peux-tu nous parler de la forme de notre galaxie et t'expliquer un petit peu plus peut-être pourquoi est-ce que les galaxies ont différentes formes? Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Exactement, les formes des galaxies. Alors, j'ai pas la séquence de Hubble, mais enfin, je l'ai sur mon disque dur, mais j'ai oublié de la prendre. Donc, bon, ça me prendrait un peu trop de temps de la rechercher. Effectivement, pour faire simple, il y a des elliptiques qui ressemblent un peu à des ballons de rugby, qui sont les plus grosses galaxies de notre voisinage, de l'univers proche. Donc, galaxies elliptiques, alors vieilles en termes de population stellaire, c'est-à-dire qu'elles ont essentiellement des étoiles qui sont rouges et froides. Et, oui, je crois qu'on en voit dans ton image d'amas de galaxie que tu nous avais mis tout à l'heure. Effectivement, merci de prendre la balle au bon. Alors, je vais vous partager ça. Par contre, on ne voit pas ta souris, donc il faudra le décrire à la voix. D'accord, ok, merci. Ouais. Je ne savais pas si on la voyait. Là. Non, tu as éteint ta caméra, Hervé. Ah là là, j'ai encore fait. Ah là, mais ça va pas du tout. Rallume ta caméra. C'est scientifique, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors attends, faut que je retrouve la bonne fenêtre. Donc, ah oui, c'est le bouton d'à côté que je clique. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Attends, je te remets en plein écran. Hop, voilà. Et donc, désolé. Bon, ils mettent des boutons trop proches. Mais oui, il y a trop de boutons, évidemment. On va les appeler, on va leur dire. C'est de la faute du bouton. C'est toujours la faute du bouton. Toujours. Voilà. Jamais de l'opérateur. Bon, désolé pour ce cafouillage. Donc, sur cet amas de galaxies, on voit effectivement que les galaxies, donc en fausse couleur, sont plutôt toutes jaune-orange. Et pour l'essentiel, ce sont des galaxies elliptiques, donc qui sont vieilles et qui sont donc plutôt au centre de l'amas. Et si on regarde sur le côté, si vous regardez tout en haut de l'image, vous avez toutes vraiment qui bordent la ligne blanche. Vous avez deux galaxies qui sont plutôt blanches et qui ont une forme de spirale plutôt plate. Et là, c'est le deuxième type de galaxie, plutôt plate, spirale et plutôt bleue. On les appelle bleues, même si cette image ne les montre pas vraiment. Il y en a aussi un petit peu en bas à gauche. Et là, c'est des galaxies un peu comme notre Voie lactée, un peu comme Andromède, un peu comme des galaxies qui font des belles couvertures. On peut revenir sur l'image précédente pour voir les spirales ? Alors voilà, ça c'est une spirale, mais alors en fausse couleur. Effectivement, c'est celle de Spitzer. Donc là à gauche et en haut à droite, vous avez deux belles spirales, donc qui sont des galaxies à disques. Et si vous êtes étudiant, en fait, en première année d'université, on peut facilement expliquer, grâce à la conservation du moment cinétique, la forme plate des galaxies. C'est un exercice qu'on peut faire, que j'ai posé en examen il y a 1 ou 2 ans, et qui se résout assez facilement. Mais disons, pour l'audience un peu plus jeune, on explique la formation juste par le fait qu'il y a du gaz qui tourne, et puis naturellement, les forces font que ça s'aplatit et ça devient une belle spirale. Alors la question, c'est comment on forme une elliptique ? Eh ben, vous formez une elliptique comme celle qui est en bas à droite, tout simplement en fusionnant, en faisant se foncer dedans deux galaxies, comme l'image qui est au milieu à droite. Vous fusionnez deux galaxies spirales et on pense que c'est de cette manière-là que se forment les galaxies elliptiques après un long temps. Voilà pour les formes. En gros, alors après, il y a des barrées, spirales barrées, enfin, il y a tout un bestiaire qui n'est valable que dans l'univers relativement proche, parce que plus on va dans l'univers lointain, moins ces spirales barrées, etc. existent, parce qu'en fait, les galaxies sont encore en formation, donc elles sont instables, elles ont des morphologies un petit peu rock'n'roll, mais l'idée est là. Alors, excuse-moi Hervé. Oui. Est-ce que juste tu peux préciser, parce que ça me paraît important, ce que tu viens de dire là à l'instant, c'est-à-dire que ça n'est valable que pour les galaxies proches, parce que pour les galaxies lointaines, ça revient à voir loin. Tu peux juste préciser un peu ce... Exactement. Alors, ça c'est important. Dans l'univers, c'est dommage, j'avais l'image du Hubble Deep Field. Distance des galaxies, du coup j'en profite. Distance des galaxies. Oui, c'est ça. Donc effectivement, là on aborde un sujet rigolo, mais alors qui est un peu glissant en termes de concept, qui est en gros la taille de l'univers, la distance des galaxies et la notion entre temps et espace.
Alors, pour faire simple, comme la vitesse de la lumière a une vitesse déterminée, 300 000 km par seconde, alors nous, dans la vie quotidienne, ça nous paraît très rapide. Donc, en fait, on n'utilise pas vraiment la vitesse de la lumière. Mais il faut quand même savoir que la Lune, par exemple, elle est à 1 seconde-lumière de nous, en distance. Donc, quand vous envoyez un laser sur les stations laissées par les Soviétiques et les Américains, les miroirs, la Lune, en aller-retour, met 2 secondes. 1 seconde aller, 1 seconde retour. Donc là, dans notre univers très proche, la vitesse de la lumière est vraiment très très grande et par rapport aux objets qu'on regarde. Mais si on va beaucoup plus loin, par exemple, aux confins de notre galaxie, la Voie lactée, la taille, c'est à peu près 100 000 années-lumière. Donc, il faut 100 000 ans pour que la lumière, en gros, traverse notre Voie lactée. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est l'ordre de grandeur. Vous voyez, tout de suite, ça commence à faire. C'est-à-dire que si je regarde une étoile qui est à l'autre bout de notre Voie lactée à nous, dans le ciel d'été, eh bien, en fait, je vois la lumière telle qu'elle était il y a 100 000 ans. Alors, sur Wikipédia, je vous encourage à aller regarder une page qui s'appelle Âge des étoiles ou je ne sais pas quoi. En plus, il y a des belles nuits étoilées. Selon votre âge, que vous ayez 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 50 ans, 60 ans, à chaque fois, il y a une étoile pour vous qui est à 60 années-lumière, 50 années-lumière, 40 années-lumière, 10 années-lumière, etc. Et donc, quand vous regardez cette étoile dans le ciel, vous recevez la lumière qui a été émise à peu près à votre naissance. Parce que le temps et la distance sont liés en astronomie, parce que l'univers est très très grand. Donc si par exemple, je regarde une étoile, j'ai 15 ans, alors j'ai pas 15 ans, mais voilà, quand j'avais 15 ans, si je regardais une étoile qui a 15 années-lumière, eh ben la lumière met 15 ans à nous parvenir, et donc je vois, moi, à cet instant-là, de la lumière qui a été émise, disons, la même année que ma naissance. Après, on peut faire cet exercice encore plus loin. Les galaxies que je vous montrais, elles sont à des millions d'années-lumière. La notion d'année-lumière, c'est une distance, même si dans le terme, il y a du temps. Parce qu'en fait, on lie distance et temps avec la vitesse de la lumière. Donc, 1 million d'années-lumière, c'est une distance qui est parcourue par la lumière en 1 million d'années. C'est aussi simple ou compliqué que ça. Et donc, plus on va loin dans le passé, 1 million d'années-lumière, 1 milliard d'années-lumière... Plus on voit loin dans l'espace. Oui, alors tu vois, je mélange les temps, parce qu'en cosmologie, le temps et l'espace, c'est la même chose. Donc, merci de préciser, parce que je m'en mêle les pédales. Si on regarde loin dans l'espace, en fait, on regarde dans le passé. Parce qu'en fait, c'est l'espace-temps qu'on regarde. Voilà, on a moins l'habitude dans la vie quotidienne, mais en cosmologie, on ne peut plus faire l'économie de ça. Donc, en fait, si on regarde loin, on regarde dans le passé. Alors, c'est super, parce qu'on est une sorte d'archéologue, mais on n'a pas besoin de déterrer des choses. Nous, on les voit directement. En fait, on voit des photos des astres tels qu'ils étaient vraiment dans le passé. Autrement dit, pour l'astronome, la réalité, disons, instantanée n'existe pas, parce que dès qu'on regarde loin, on voit dans le passé. Mais c'est pas grave. Nous, ça nous permet de confronter nos théories, parce qu'on fait des théories sur le Big Bang, comment se forment les galaxies, se forment les étoiles, etc. On peut tout de suite les tester, parce qu'en fait, on voit ce qui se passe dans le passé. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et tant mieux, ça nous aide, parce qu'on peut valider ou invalider nos théories et nos modèles. Donc les images de galaxies... Oui, vas-y. Donc si je veux voir à quoi ressemble l'univers il y a 10 milliards d'années, il suffit d'aller regarder des galaxies qui sont à 10 milliards d'années-lumière. Exactement. Et on arrive à mesurer des choses exceptionnelles. Par exemple, on arrive à mesurer la température de l'univers quand il était... Alors 10 milliards d'années, je ne crois pas qu'on ait réussi, mais on a dû réussir facilement jusqu'à que ceci, 10 maintenant, ça s'atteint très facilement, enfin avec les grands télescopes. Comme l'univers est en expansion, même en expansion accélérée aujourd'hui, quand on regarde dans le passé, l'univers était un petit peu plus chaud, alors pas beaucoup, il passait de moins 270 à moins 265 degrés Celsius. Donc, mais on arrive à mesurer dans le passé la température de l'univers et à valider le fait que l'univers est bien en expansion et que la température se évolue exactement comme la théorie l'avait prévu. Ça, c'est assez rigolo. Camille, il nous reste 10 minutes, on est bien. Est-ce que tu as encore des questions ? J'ai encore 2 questions très brûlantes. La première, c'est sur les fameux trous noirs au centre des galaxies. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? J'ai beaucoup de questions sur les trous noirs. Oui. Donc si tu peux nous dire ce que c'est, pourquoi il y en a au centre des galaxies et qu'est-ce qui se passerait si on était à côté ? D'accord. Alors, un trou noir, c'est un objet effectivement fascinant. À chaque fois, on a des questions et c'est très fascinant. Il y a beaucoup de livres très très bien de plein de gens. Ça va de Aurélien Barraud à Jean-Philippe Uzan, etc., qui sont des collègues qui écrivent des choses très très bien. En gros, un trou noir, c'est un objet extrême qui est tellement dense, c'est en fait le plus dense qu'on puisse imaginer, que pour s'en échapper, il faut avoir une vitesse supérieure à celle de la lumière. Alors, pour vous donner une analogie, la Terre
pour s'échapper de l'attraction terrestre, il faut une vitesse d'à peu près 10 ou 11 km par seconde. Je ne sais plus quelle est la valeur exacte, mais c'est de l'ordre de 10 km par seconde. 11, je crois. On appelle ça vitesse de libération. Donc, il faut cette vitesse pour pouvoir s'échapper à l'attraction. Et ben, vous imaginez un corps tellement dense, c'est vraiment la densité qui joue. Hein. Ça, c'est difficile à comprendre, mais là, je vais pas le faire en 2 minutes. C'est pas juste la masse, c'est vraiment la densité. Vous imaginez que plus l'astre est massif et dense, ben, plus il faut d'énergie pour sortir, donc plus il faut une grande vitesse. Et ben, vous imaginez un cas extrême où, pour sortir, il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et ben, ça existe. C'est des trous noirs. Et donc, il y a essentiellement aucune lumière qui s'en échappe. Et c'est des astres qui sont pas très gros, hein. Ils sont très petits. Alors, pour vous donner une idée de la densité qu'il y a dans un trou noir, vous prenez la Terre, donc sa masse, etc., et vous la condensez dans un dé à coudre ou dans un dé à jouer. Vous savez que si vous faites des jeux de société en ce moment, vous avez un dé, vous jouez, et ben voilà, vous combinez, vous concentrez toute la masse de la Terre dans un volume qui serait l'équivalent d'un dé, hein, voilà, à peu de choses près, c'est l'ordre de grandeur. Et ben vous auriez la densité d'un trou noir. Mais alors les trous noirs sont plus gros qu'un dé à coudre, hein. Ils font plusieurs kilomètres ou même beaucoup plus gros, et donc ils sont très 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 massifs et très très denses. Et alors c'est des objets vraiment fascinants parce que déjà c'est disons la fin de vie d'un certain type d'étoile. Donc les étoiles massives finissent en général en trou noir. Et puis parfois, vous avez donc ces petits trous noirs, alors petits, ils sont costauds. Hein. Alors, je réponds à ta deuxième question pour le coup. Si on était à côté, bah, y a des films qui montrent un petit peu ça. Je crois que c'est Interstellar ou Gravity, je confonds à chaque fois les deux. Mais Interstellar, oui. C'est Interstellar, merci. Ils se baladent autour d'un trou noir, ils ont des marées gigantesques, etc. Enfin bon, c'est assez rigolo. Si on était, disons, assez loin d'un trou noir, on aurait des effets effectivement de distorsion de l'espace-temps qui commencent à être assez importants. Et puis si on se rapprochait, en fait, on serait pas tout seul. Il y aurait un énorme de la matière très très chaude, parce que c'est un peu comme dans votre baignoire quand vous essayez, vous prenez un bain. Et à la fin du bain, vous enlevez le bouchon de votre baignoire, et ben l'eau, elle part pas de manière instantanée. Elle met du temps parce elle doit passer par le goulot du fond de la baignoire, et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc ça fait un petit tourbillon, et puis ça rentre, et ça met le temps qu'il faut pour que l'eau s'évacue. Le trou noir, c'est un peu pareil. La matière qui est autour, elle a envie d'aller sur le trou noir, parce que le trou noir attire énormément. Mais il y a embouteillage, c'est-à-dire que la matière, elle fonce dessus, mais tout le monde, un peu comme les embouteillages, hein, voilà, tout le monde veut passer en même temps, et donc ils n'y arrivent pas. Et donc la matière se condense autour, s'échauffe à très très haute température, et puis au rythme où elle peut, elle tombe dans le trou noir. Mais donc c'est pas, on serait pas absorbé directement, on serait absorbé dans un énorme embouteillage d'une chaleur infernale, de millions de degrés, et puis après on aurait le droit de tomber dans le trou noir et d'être disloqué, parce que les effets de marée seraient tellement forts qu'on serait vraiment disloqué. Et alors, dans le centre des galaxies, effectivement, c'est là où il y a le plus de masse. Et donc, il y a ce qu'on appelle des trous noirs supermassifs, donc là, qui font des millions de masses solaires. Et là, dans quasiment chaque centre de galaxie, il y a un trou noir, y compris dans la nôtre, hein, la Voie lactée, il y a un trou noir. Bon, on est loin, on est à 7 km/s, donc ça fait 20 000 années-lumière à la louche, hein, si je calcule bien. Je ne suis pas sûr de bien calculer, mais enfin, on est très très loin de notre trou noir, donc il n'y a aucun risque pour nous. Mais effectivement, les trous noirs sont des choses finalement très très fréquentes, et d'autant plus maintenant qu'on a des ondes gravitationnelles pour les détecter, chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de trous noirs, dont certains avec des masses intermédiaires auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Il y a beaucoup d'étoiles à neutrons aussi qui fusionnent, qu'on arrive à voir comme ça. Donc c'est un bestiaire qui est de mieux en mieux connu, notamment grâce aux hautes énergies et aux ondes gravitationnelles. Très bien, j'ai une question très importante. Excuse-moi, attends, juste une toute petite précision. Tu disais que les trous noirs étaient émis par les étoiles qui meurent. Est-ce que les trous noirs supermassifs sont créés par le même processus ou pas? Eh bien, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui... Apparemment, ça cherche pas mal sur cette question. Ben oui, il y a clairement un effet d'accumulation, parce que tu es vraiment dans la zone la plus dense de la galaxie, donc une évolution stellaire ne peut pas expliquer à elle seule cette condensation. En premier aussi. Mais après, là, j'avoue, j'en sais rien. Je me suis pas posé la question de comment ça se forme. Le seul truc. En premier déjà. De quoi? Le bulbe se forme en premier avec le halo déjà. Oui, c'est ça. Le trou noir vient au bout d'un moment. Hein.
pense que c'est comme ça. Et néanmoins, il y a une certaine ubiquité, une présence extrêmement fréquente de ces trous noirs, parce que même dans l'univers lointain, on voit des galaxies qui ont des jets de matière, ça, qui trahissent la présence d'un trou noir. Donc c'est très 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 fréquent. Hein. Donc oui, j'avoue, ça, j'en sais rien. Donc les trous noirs naissent avec les galaxies, plus ou moins. Ou en tout cas, effectivement, il y a une corrélation, ce qu'on appelle masse du trou noir, masse du bulbe. Moi, je ne sais pas exactement si ça naît en même temps, mais en tout cas, ça vit de manière concomitante. Alors après, est-ce que ça naît en même temps? Ça, j'en sais rien. Mais c'est effectivement concomitant. Ce serait intéressant qu'on ait un spécialiste des trous noirs pour Oui, ça serait bien, dis donc, qu'on en invite un jour. Ben oui. Alors, j'ai des noms Hervé, aussi. Hervé, j'ai une autre question très importante, et puis après, c'est plutôt des petits rappels. Question très importante, c'est quoi le fond diffus cosmologique? Comment on l'observe et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bon alors là, heureusement, vous tapez mon nom sur YouTube, j'ai fait des conférences d'1 heure là-dessus. Mais bon, c'est pas une réponse, je vais vous répondre. Hein. Mais effectivement, j'ai fait des conférences sur ce sujet-là, et si vous êtes intéressé, vous pourrez trouver, notamment aux rencontres du ciel et de l'espace, je crois que la conférence est en ligne sur le site de l'AFA, que je salue aussi, parce qu'ils font beaucoup de belles actions. Alors, le fond diffus cosmologique, c'est tout simplement quand l'univers était juste après le Big Bang, donc il était très chaud et très très dense, hein, plusieurs millions de degrés et même au-delà. Et du fait de l'expansion de l'univers, l'univers se refroidit. C'est comme un gaz, hein, un peu comme dans un frigo. Hein, en fait, voilà. Un analogue de l'univers en expansion, c'est le gaz qui est dans votre frigo. Mais bon, je pourrais y revenir une autre fois si vous m'aurez invité, ou je vous en parlerai plus longuement. Mais bien sûr, Hervé. De quoi? Oui, bien sûr, Hervé. Donc l'univers s'étend, il se refroidit. Ça, c'est la physique qui vous dit ça. Vous devez me croire sur parole si vous ne connaissez pas la physique. Donc l'univers s'étend et se refroidit. Et il arrive un moment où il est à peu près 3000 degrés. Et à ce moment-là, pour parler des raisons physiques que je pourrais détailler, mais il ne nous reste que 5 minutes, donc je vais faire court. Vers 3000 degrés, la lumière peut s'échapper de la matière, chose qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Auparavant, quand l'univers était très chaud et très dense, la lumière et la matière étaient combinées, un peu comme au centre du Soleil actuellement. Peut-être vous êtes-vous jamais posé la question, mais pourquoi on ne peut pas voir à l'intérieur du Soleil? Parce que, bon, on ne peut pas voir à l'intérieur des planètes, c'est normal, parce que c'est solide et c'est pas transparent. Mais le Soleil, c'est du gaz. On devrait pouvoir traverser la quantité de gaz et voir à l'intérieur. Eh ben, on peut pas, parce que en fait, c'est opaque. C'est tellement chaud que la lumière et la matière font une sorte de gaz opaque. Eh ben, au début de l'univers, c'était pareil. L'univers était opaque. Alors, opaque, ça veut pas dire noir. Hein. En l'occurrence, c'est opaque et très, très brillant. Ça veut juste dire que ça se propage pas bien, la lumière. Et donc, au début de l'univers, un peu comme au centre du Soleil aujourd'hui, l'univers était très, très chaud, très, très dense et opaque. Et quand il s'est refroidi, ce qui arrive à la surface du Soleil aujourd'hui, eh ben, la lumière peut s'échapper, et c'est ce qu'on voit du Soleil, hein, on voit la surface du Soleil parce qu'on a la bonne température pour que la lumière s'échappe. Et ben, l'univers, c'était pareil, à 3000 degrés, la lumière pouvait s'échapper, et c'est cette image du fond cosmologique, c'est la première fois que la lumière a pu s'échapper de la matière. Et donc, c'est une sorte de snapshot, de photo instantanée de l'état de l'univers 370 000 ans après le Big Bang. Et comment on l'observe? Il faut l'observer dans les ondes radio, donc avec des détecteurs un peu spéciaux, très, très refroidis, depuis l'espace si possible. On peut le faire depuis le sol, hein, ça a été découvert en 1964 au sol, par des radioastronomes. Donc il vaut mieux aller dans les ondes radio, parce que c'est tellement froid que ça a été décalé vers le rouge. Et donc dans les ondes radio. Je pourrais vous détailler après, mais il faut des instruments spéciaux. Alors, il faut savoir quand même qu'avec mon collègue Michel Piat de l'Université de Paris, il a fait une petite expérience rigolote en détournant une antenne satellite, hein, vous savez, les antennes satellites avec la petite parabole, en changeant l'électronique et la manière, on peut détecter le fond cosmologique maintenant en TP dans nos universités en quelques minutes, chose qui était impossible il y a quelques années. Donc il faut des antennes radio pour faire simple, ou aller dans l'espace. Voilà. J'espère avoir été concis. On aura un autre intervenant, Jean-Luc Puget, dans quelques temps, qui viendra nous parler de ça spécifiquement. Exactement. Et j'ai une question très, très jolie. Hervé, es-tu prêt? Question de Gaël, 9 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ah, pourquoi j'ai choisi ce métier? Eh ben parce que le ciel étoilé me fascinait quand j'étais petit. Voilà, j'adorais regarder le ciel et me dire mais qu'est-ce que c'est que toutes ces étoiles? Qu'est-ce que c'est que cette immensité? Et puis évidemment personne me répondait, même si j'avais des parents un peu dans le monde scientifique. Voilà, j'avais jamais les réponses à mes questions, et donc j'ai dû aller par moi-même. Puis je me suis rendu compte que c'était une démarche de recherche. Et puis voilà, les études ont fait, et la chance un petit peu, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, hein, qui m'ont inspiré et qui m'ont un peu aidé. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai réussi
réussi à faire ce métier et j'espère moi-même maintenant à susciter des vocations. Ce qui compte, c'est d'être curieux, d'avoir des questionnements, de jamais se contenter de ce qu'on nous répond, parce que la nature est beaucoup plus originale que nos théories et notre manière de penser. Donc en fait, être scientifique, ça oblige à être vraiment humble face à la diversité de la nature, que ce soit à l'échelle atomique ou à l'échelle astrophysique ou dans tous les domaines de la science, même les sciences humaines, c'est vraiment absolument fascinant. Donc moi, mon conseil, ça serait d'être curieux, d'être passionné, d'aller au fond des choses, quel que soit le domaine, pas forcément que la science, et puis à prendre du plaisir, parce que la motivation, le plaisir, c'est quand même extraordinaire quand on peut vivre d'un métier comme ça qui nous amène au bout du monde, qui nous fait rencontrer des gens extraordinaires. On se pose des questions sur la nature des galaxies, de l'origine de l'univers, et ça. Eh ben, c'est une très belle conclusion, et je pense que c'est là-dessus que nous allons conclure notre première émission Astronomer at Home, des astronomes chez vous, avec aujourd'hui Hervé Doll. Merci beaucoup Hervé. Merci à nos partenaires CNRS, ESA, un petit coucou à l'école élémentaire Marc Bloch qui nous regardait aujourd'hui. Et je vous annonce donc que notre prochaine invité, ce sera Daniel Kunt, astronome, que nous retrouverons lundi prochain, donc ce lundi 30 mars à 14h aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch du Planétarium, à suivre les comptes Twitter et Facebook du Planétarium, ainsi que celui d'Hervé, qui est très facile. J'essaierai de donner une conférence aussi, un peu comme mon collègue Julien Bobroff, une conférence confinée, on appelle ça. Donc on va annoncer ça sur Twitter d'ici quelques temps. Et bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. On se chargera de relayer l'information. Merci beaucoup Camille. J'ai justement un dernier mot à dire pour le chat. Oui. Les questions qui concernent le temps, les questions qui concernent le Big Bang et autres, on les retient et il y aura des qui seront là pour ça. J'ai des questions aussi sur la naissance de la Terre et la Lune. Tout ça, c'est prévu, mais pas pour aujourd'hui. Donc, gardez-les bien au chaud. Moi, je les ai notés. On les reposera. Et enfin, Hervé, beaucoup de gens te demandent de redonner le lien vers la page Wikipédia dont tu parlais. Donc, si tu as le temps avant de partir, de le coller dans le chat, ça intéressera. Oui. Alors, je t'enverrai le lien, mais si vous cherchez, c'est en gros Âge des étoiles. Ou les étoiles les plus brillantes du ciel. Je ne sais plus quel est le titre exact, mais c'est en français. Donc, soit l'âge des étoiles, soit liste des étoiles les plus brillantes dans le ciel. Et puis, vous verrez, il y a l'âge des étoiles. Je t'enverrai ça tout à l'heure. Sinon, tu le colles dans le chat à la fin avant de partir. Ouais. Et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci pour le niveau des questions. Effectivement, la plupart des questions étaient très bien dans le thème. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas celles qui étaient par rapport au thème. Et donc, bien sûr, si vous en avez d'autres, gardez-les pour la prochaine fois. Nous, on se retrouve lundi après-midi. En attendant, soyez curieux et prenez soin de vous. Au revoir à tous. Ouais, ciao. Salut.